Quels sont les facteurs clés de succès d'une attest, en fait, les conditions qui fait que ça fonctionne? Alors, l'expérimentation qu'on a menée nous conduise à observer qu'il y a 5 conditions clés euh, pour réussir la mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail. La première, on en a déjà parlé, c'est s'assurer qu'il y a bien des objectifs pédagogiques, donc une intention pédagogique. C'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce qui diffère de la formation sur le tas, c'est que souvent, vous n'avez pas d'intention pédagogique. Donc, c'est s'assurer qu'il y a bien un parcours avec des activités, des temps sacralisés de formation, qui sont d'ailleurs, comme le dit la loi, en dehors, enfin, qui sont bien précises et claires pour l'apprenant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les mêmes que les situations productives en tant que telles. Voilà. Deuxième facteur clé, un management de proximité impliqué. C'est-à-dire que ça, c'est un élément, mais ça va, rien de nouveau sous le soleil, hein, mais c'est un élément fondamental. C'est que, par exemple, dans la phase de positionnement des compétences amont, c'est-à-dire que là, en tout cas, tel qu'on l'a créé, nous, le référent va créer un mini référentiel, en fait, qui sont les compétences à acquérir pendant le parcours. Et on fait toujours une phase de positionnement amont, c'est-à-dire au départ, on fait la photographie du niveau d'acquisition des compétences, niveau de maîtrise des compétences de l'apprenant, pour le faire également à l'issue de la formation, pour savoir s'il y a bien eu progression ou pas. Eh bien ça, on a vu que c'est fondamental que, en l'occurrence, cette feuille de positionnement amont, cette grille de positionnement soit co-signée à la fois par l'apprenant, par le référent et par le manager, parce que ça veut dire que lui aussi va participer à l'aménagement des temps de formation, voilà, et favoriser le confort d'apprentissage, comme le disait Eric Wagnin, c'est fondamental. Troisième point, il y a des droits et devoirs explicites pour l'apprenant qu'il faut poser dès le départ, des règles du jeu. Ces droits, je vous les cite, c'est le droit à l'essai, droit à l'erreur, droit à la réflexion, du temps alloué, et alors un devoir d'assiduité, c'est-à-dire que l'apprenant doit aussi s'engager à se former, à participer à sa formation, on va dire, et un devoir de transparence sur les difficultés, c'est-à-dire que l'apprenant doit aussi dire quand il ne sait pas, quand il n'arrive pas, quand le rythme n'est pas bon pour lui. Voilà. Donc, c'est de mettre les fondamentaux en termes de règles de fonctionnement entre le référent et l'apprenant. Quatrième point, l'attention et la motivation de l'apprenant sont indispensables. Faire ne permet pas d'apprendre. Il faut faire avec conscience et envie. Voilà. Et la pratique réflexive doit être ritualisée et la motivation à apprendre entretenue. Et quand on dit ça, c'est pas que au référent de devoir motiver l'apprenant, c'est aussi à l'apprenant, et là pour le coup on rentre dans les souhaits de la réforme, c'est-à-dire avoir un acteur impliqué qui va être acteur de son parcours. Voilà. Et puis enfin, un dernier point qui est une pratique réflexive et du feedback. C'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure, je vous parlais d'élaboration préalable d'hypothèses par l'apprenant pour qu'il y ait apprentissage. Il faut qu'il y ait des prises de recul et de la remédiation pédagogique après l'action, voilà, pour s'assurer qu'il y a bien eu apprentissage. Et donc feedback d'un père, d'un tuteur, d'un manager, etc. pour donc s'assurer de l'ancrage des apprentissages. Ok.